Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la Russie, de l'Ukraine, des gangs ukrainiens, de la corruption, des officines anti-russes comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Voilà, je l'ai entre mes mains. La dernière lettre de Géopolitique Profonde. Sophie Lefay, Sylvain Ferreira, Marc-Gabriel Draghi, Claude Janvier, Thibaut Kerlarzin. Soyez membre du club avec eux. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuits, 7 jours d'essai gratuits, et il ne faut pas avoir peur. La boutique géopolitiqueprofonde.com, c'est ouvert. Alors aujourd'hui, je reçois notre ami Thierry Marignac, journaliste, un journaliste qu'on ne voit pas assez. On ne voit pas assez Thierry. Il est en immersion, il risque sa vie, il va dans les coins les plus fous de ce monde. En plus, il est romancier aussi et vraiment l'interprète. Je suis sûr que c'est une régalade. Voilà. Chez Confident, sur son livre. La guerre avant la guerre. Montrez notre ami Thierry qui est venu avec sa belle casquette. Comment tu vas, cher Thierry? Très bien, merci. Bon, alors, on va un peu te présenter. Voilà, t'es journaliste, t'es journaliste, t'es romancier. T'as été en immersion en Ukraine. Tu parles, t'es bilingue russe, franco-russe, anglais aussi. Tiens, on va parler d'abord de ton immersion qui est dans ton livre La guerre avant la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire en gros immersion? La première expérience, c'était avant la guerre, avant la guerre, avant la guerre, avant la guerre. C'était un livre qui s'appelait Vint, le roman noir des drogues en Ukraine, que j'ai fait il y a plus de 20 ans maintenant, enfin 20 ans. Mais qui a été réédité par Confident. Non, si, parce que j'ai pas la guerre avant la guerre. La guerre avant la guerre, c'est la suite. C'est-à-dire que après, avec ce savoir que j'avais acquis durant ce reportage en immersion à l'époque de la Révolution Orange, donc c'était un double reportage, en partie sur la toxicomanie, en partie sur la Révolution Orange, parce que quand on a l'histoire qui se déroule sous le nez, on va pas faire l'impasse. Après, j'ai fait de l'intelligence économique sur l'Ukraine parce qu'il y avait des banquiers suisses qui trouvaient que mon profil était intéressant, que j'allais pouvoir leur donner des informations qu'ils n'avaient pas d'habitude. Il y a des instituts géopolitiques qui s'occupent de ça, qui sont grassement payés, etc. Mais les profils qu'il y a là-dedans sont très formatés et les informations sont très formatées. Moi, avec des sources à Moscou, puisque Limonov était encore vivant, des sources aux États-Unis et des sources en Ukraine, j'avais la possibilité d'avoir un éventail d'informations beaucoup plus large. Tu as eu des informations sur les grands gangs ukrainiens Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est sur place, tout est très poreux. Il n'y a pas besoin d'être James Bond. Dans quel sens c'est poreux? Je sais pas, moi, les policiers à Kiev, je les voyais, j'étais au point d'échange de seringues, puisque je faisais un reportage sur la toxicomanie, je les voyais racketter les pauvres junkies qui sortaient de la consultation du sida, dans les allées de l'hôpital. Les voitures de patrouille. Les policiers ukrainiens? Les policiers ukrainiens, oui. Difficile de faire plus sordide. Ah oui. Ils n'avaient rien, on retirait le peu qu'ils avaient. Et je ne l'ai pas vu qu'une fois. Je l'ai vu à l'époque de mon premier reportage en 2004-2005. Je l'ai revu en 2009 où j'ai séjourné en Ukraine. Et je l'ai revu en 2015. C'est pas, c'est pas anecdotique, c'est structurel. Et en plus, les Ukrainiens à qui je parlais, mes potes, avec qui me guidaient le long du reportage, ils me disaient on peut même pas leur en vouloir, ils reproduisent ce que font leurs chefs. Jusqu'au ministre. Jusqu'au ministre? Oui. C'est-à-dire que la corruption ukrainienne, elle va du plus bas au plus haut? Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, de temps en temps, après le Maïdan, quand Poroshenko est arrivé au pouvoir et tout ça, on a placé des ministres, je me souviens d'un ministre de l'économie, je crois, la géorgienne. C'est la géorgienne, ouais. Oui. Et
elle était propre, paraît-il. Donc elle était propre et ça allait plus être comme avant. Oui, mais tous les subordonnés, ils font comme avant, ils n'ont pas envie de changer. Donc structurellement, l'Ukraine, c'est comme ça. Comme ça jusqu'à maintenant. Ça doit être pire même, parce que la guerre, c'est toujours merveilleux pour tous les trafiquants. C'est-à-dire que ce pays occidentalisé, entre guillemets, prêt à aller à l'Union européenne, etc., qu'on nous vend dans les LCI et compagnie, ça c'est un mythe en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit La guerre avant la guerre. C'est parce que j'étais un peu révolté depuis le début du conflit, donc, qu'il y ait toujours un élément qui passe à la trappe, et qui est l'élément principal en Ukraine, la pègre. Qu'on soit toujours sur des fractures idéologiques et pas sur les fractures réelles. C'est un pays, comme on dit, vous savez, on appelle ça des pays captifs, où la pègre se substitue à un État qui n'existe pas, parce que l'État ukrainien, je l'ai souvent dit, il n'a que 30 ans. Et il y a toujours eu des bandes au pouvoir, depuis le début. J'en donnais des exemples dans La guerre avant la guerre. Notamment, ce gang de Brighton Beach, ce gang qui s'était installé, russo-ukrainien qui s'était installé à Brighton Beach et qui trafiquait du pétrole. C'est une affaire connue. Et puis, comme dans tous les gangs, ils se sont mis à se flinguer les uns les autres. Et en 2014-2015, il y en a un qui est sorti de prison. Et il a dénoncé ses petits camarades, qui se faisaient appeler les frères Karamazov, qui étaient députés à la Rada d'État, d'un mouvement de droite nationaliste. Et dans le dossier que le procureur américain avait composé à l'époque, ils étaient accusés de 20 meurtres. L'un d'entre eux, ils se faisaient appeler les frères Karamazov, je crois, parce qu'ils avaient tous les deux le crâne rasé. L'un d'entre eux avait vendu sa Rolls-Royce pour les combattants du Donbass, les combattants ukrainiens, bien sûr, lors de la première guerre du Donbass en 2015. Et ce qui fait que dans une certaine mesure, si vous voulez, probablement d'un côté et de l'autre, il y avait des mecs qui se tiraient dessus, ils étaient dans la même bande au départ. Et les intérêts, les fractures, etc., il faut beaucoup plus les voir dans des termes comme ça de lutte des clans de l'Est contre la lutte des clans du Centre et de l'Ouest, que les fractures ethniques et linguistiques qui existent aussi, mais qui font partie de ce qu'on a alimenté. Et même les idéologies peuvent cacher des bandes. Tous ces groupes armés, ils font eux-mêmes du racket. Il y a l'histoire des centres d'appel où ils appellent massivement les gens en Russie, mais aussi en France d'ailleurs, qui sont des centres d'escroquerie, avec des faux investissements. En Russie, les coûts, c'est votre banquier qui vous appelle et qui vous dit écoutez, il y a un drôle de mouvement sur votre compte. Et hop, on tire les informations de cette manière-là. C'est très connu. Il y a un blogueur australo-ukrainien qui s'appelle Korotayev, qui a un blog sur Substack qui s'appelle Events in Ukraine. Qui avait fait tout un article sur ces centres d'appel. Il avait un copain kényan qui y avait bossé. Et c'est les gens les mieux payés d'Ukraine. Tu penses que l'Ukraine a sa place en Europe ? Ouais. Mais en principe, non. En principe, c'est un État captif comme ce qu'on appelle les États captifs. On disait État captif pour la Sicile, par exemple. Mais de mon point de vue, elle est à côté de l'Ukraine. La Sicile, c'est un jardin d'enfants, quoi.
Il n'y a pas autre chose. Les Ukrainiens, ils ne sont pas toujours prêts à le dire, mais moi, quand je suis arrivé à Kiev en 2015, c'était après le Maïdan, je suis arrivé à Kiev en 2015, j'ai parlé à deux de mes amis qui n'avaient rien à voir. Un ancien colonel qui avait fait l'armée rouge et puis qui avait fait aussi l'armée ukrainienne, patriote, et mon camarade Vladimir Moseev, avec qui j'avais fait mon reportage sur la toxicomanie, sur les drogues, qui m'avait emmené dans tous les bas-fonds de Kiev. Et ils m'ont dit exactement la même phrase, tous les deux, sur Poroshenko et sa clique, à l'époque. Hein. Ils m'ont dit, s'il n'y avait pas la guerre à l'Est, donc la première guerre du Donbass, les têtes de nos dirigeants seraient sur des pics. Ces deux personnages qui n'ont rien à voir. Moseev, c'était un trafiquant de devises et de blue jeans pendant toute l'URSS. L'autre, c'était un colonel de l'armée rouge. On ne peut pas faire de profil plus opposé. Alors, est-ce qu'ils m'ont dit ça parce que, à cause du mythe de la France, Robespierre, les sans-culottes donc, c'était déjà comme ça n'a pas changé. Ouais, pas d'autre, ça change. Et quand on sait qui a fabriqué Zelensky, c'est-à-dire l'oligarque Kolomoïski, qui est un grand voleur devant l'éternel. Alors on va continuer cette discussion, toi et moi, mais avant ça je vais présenter notre ami Pascal Mas qui fait une sorte de comeback, là son pied va mieux. Comment ça va, cher Pascal? Ça va mieux, comme tu viens de le dire, et là je me régale d'entendre Thierry, parce que bon, il y a pas mal d'informations que je partage avec lui. La géorgienne, c'est Salomé Zourabichvili qui a fini présidente et qui est une diplomate française. Ouais. Grande amie de monsieur Glucksmann. C'est vrai. Et elle vient de quitter d'ailleurs la présidence. Le décembre, parce qu'elle a été contrainte de partir. Bon, donc toute cette bande-là, ces bandes-là ont des ramifications également à l'étranger. En Russie, bien sûr, du fait de la structure qui fait qu'une mafia ukrainienne peut très bien dealer sur certains marchés avec une mafia géorgienne ou tchétchène. Et même pendant la première guerre du Donbass, Poroshenko continuait à avoir des usines de bagnoles en Russie. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis tout le chocolat, enfin bon. Mais tu as un nouveau poste là. Tu as un nouveau poste. J'ai appris que tu étais un éminent membre de Stop Russophobie. Oui, éminent, c'est beaucoup dire. Bon, Stop Russophobie, c'est une association qui a été créée par mon ami Dimitri de Kochko après les événements, enfin après le début de l'opération spéciale en 2022, pour collecter toutes les informations relatives à tout ce que nous en France subissions comme pression, comme malversation, etc. C'est-à-dire fermeture des comptes en banque, des messages. Moi, j'ai eu le droit à ça, le message d'insulte sous ma porte de chez moi, des gens qui téléphonent pour dire on veut plus que vous fassiez partie de notre association ou de notre club ou des choses comme ça. Enfin bon, donc. Dimitri a créé ça en 2022 en faisant de briques et de broc, et puis on essaye de lui donner une nouvelle impulsion parce que par exemple on veut s'appuyer sur la réinformation et surtout dans le cadre plus vaste d'une remise à niveau de l'information, de dénoncer par exemple l'absence de l'armée russe pour la célébration de la libération d'Auschwitz. Et on est en train de préparer quelque chose pour le 9 mai, pour dire aux Français, par rapport à ce qu'on vous raconte sur TF1, LCI et BFM, il y a quand même autre chose. Et il ne faut pas oublier l'implication. Donc on a des spécialistes qui cherchent pour dire quelles sont les implications des Russes ou des Soviétiques à l'époque dans la libération de l'Europe, pour ne pas que on passe directement au fait que les gentils Américains sont ceux qui ont sauvé l'Europe. Je te remercie, cher Pascal. Stop Russophobie et pas SOS Russophobie, comme je l'ai mal écrit, hein, je suis désolé. Merci à toi. Et on va on va continuer cet entretien. Et après, nous aurons la discussion, tous les trois. Justement, tu as parlé de Zelensky qui était pris en main par un bandit, quoi, si on peut dire. Bah oui, quand même. Parce que en Ukraine, sur ce que toi tu as vu, aucun
homme ou femme politique ne peut justement accéder à une forme de pouvoir sans être affilié à un brigand. Mais c'est-à-dire que c'est toujours la même question, et c'est la même question dans un peu tous les pays ex-soviétiques de toute manière. C'est que les gens qui ont gagné de l'argent vite fait dans les années 90, c'est un célèbre truand russe qui s'appelle Lev Bilounov, qui se faisait appeler Lev Macintosh parce qu'il avait piqué un train entier d'ordinateurs Apple au début de la perestroïka, qui disait derrière chaque oligarque il y a un mec comme moi. C'est dans une certaine mesure pareil en Russie, sauf qu'en Russie, il y a 1000 ans d'histoire derrière. En Ukraine, il n'y en a que 30. Et donc en Russie, il y a des forces qui viennent en contrepoint, et l'État, il est périodiquement envahi par les mafias et périodiquement purgé. Il n'y a jamais eu de purge en Ukraine. C'est la grosse différence. De même que pour rétablir l'équilibre, de même que les Américains se sont servis effectivement de la pègre et massivement en Ukraine, de même les Russes aussi, dont les clans de l'Est avaient des soutiens très haut placés dans le pouvoir. Tout ça est effrayé, et tout ça est beaucoup plus consanguin qu'on ne le présente effectivement dans les médias. Mais est-ce que ça signifie qu'en fait, Zelensky n'est pas indépendant ? C'est-à-dire qu'il y a un type de la paire quand même qui lui dit, écoute, faut faire comme ça au niveau de la guerre, faire comme ça économiquement. Il est coincé entre divers groupes, ils sont tous armés jusqu'aux dents. Alors, et il est sur un siège éjectable. On verra combien de temps il continue à durer, mais de toute façon... mais ça peut pas être autrement. Il ne peut pas en être autrement en Ukraine. C'est ce que je veux dire. Et sans être absolument sans être anti-ukrainien, j'ai des très bons amis ukrainiens. J'ai quand même fait ces reportages avec eux. Et je leur avais décroché des subventions de la Croix-Rouge à l'époque. Mais la question, c'est que un État de 30 ans qui a toujours été aux mains de diverses bandes et toujours été le lieu d'affrontement de ces bandes, il n'a pas changé du jour au lendemain. Alors, on va parler de cet excellentissime livre, L'interprète, mais avant, j'ai quand même 2-3 questions quand même sur l'Ukraine, parce que, justement, la guerre avant la guerre, on en a trop peu parlé, à mon sens. Et toi, quand tu étais en immersion, quand tu as vendu de la drogue, est-ce que tu as eu peur? J'ai pas vendu de drogue, quand même. Enfin, non, mais lorsque tu as fait les échanges, tu as dû faire toutes ces choses. Oui, j'ai eu un peu peur. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Oui, j'ai eu un peu peur quand j'étais dans un laboratoire de méthamphétamine dans une banlieue de Kiev. Quand la police est passée chercher son enveloppe, là, je me suis mal senti. Je me suis dit, s'ils s'aperçoivent que je suis étranger, faut que je téléphone à ma mère pour qu'elle vende sa bagnole. Des moments comme ça, oui, la plupart du temps d'ailleurs, dans les rencontres avec la police. C'est surtout la police qu'il ne faut pas croiser en Ukraine. Parce qu'elle t'aurait détruit comme les toxicos. Parce qu'un occidental, c'est du pognon qui marche, quoi. Voilà. Tout bêtement, c'est comme dans... Il y a d'autres pays comme ça, la Thaïlande, enfin, etc. Et en Ukraine, c'est absolument comme ça, partout. Et d'ailleurs, les gens, quand ils veulent obtenir quelque chose, c'est l'autorité, comme on dit là-bas, autorité, qui s'adresse plus que à l'État. Le système est construit comme ça. Et est-ce que les Russes, Poutine, le Kremlin, nous ont menti quand ils ont dit que, voilà, il y a des néo-nazis, enfin, l'Ukraine c'est un pays de néo-nazis, de pègres, etc. C'est donc une réalité. Moi, je ne me rangerai pas du côté de Poutine, mais que ce soit un pays de pègres, c'est une réalité. Maintenant, les partis politiques et les factions, souvent ça vient des gangs, si ça l'était pas au départ. Mais ça, c'est pas spécifique à l'Ukraine, hein. C'était comme ça en Irlande du Nord, c'était comme ça en Palestine, et dans des tas d'endroits. Pays basque.
Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.